J'aime le basket et j'aime le basket français et Saint-Quentin ça sonne dans ma tête. En plus je viens de passer quelques années dans les Hauts-de-France donc ça me permet d'y rester. Une discussion très intéressante avec Laurent Prache. On s'est compris sur beaucoup de points avec une vision assez commune du basket, du métier et puis de la saison en cours. Bon, déjà j'ai l'impression à la fois que c'était hier et que c'était il y a un siècle. Il s'est passé tellement de choses depuis. Ça s'est fait tellement vite. Voilà, c'est le début. On pouvait absolument pas savoir que ça allait être le début d'une si belle histoire en fait. Voilà, Laurent m'appelle un mardi soir et puis bon voilà, il faut se décider tout de suite. Donc le mercredi midi, j'arrive à Saint-Quentin et puis le jeudi, je suis dans le bus pour aller à Gris. Et la mission était très difficile parce qu'on avait, il me semble à l'époque, 3 victoires de retard sur le premier non relégable et il restait 14 matchs. Donc il y avait beaucoup de boulot. Mais bon, j'y croyais, j'avais très envie aussi de retrouver les terrains. Et puis bon, ça a été intense, quoi. Intense. On a gagné tout de suite à Gris dès le lendemain. Donc la dynamique a tout de suite changé en fait. C'était la première fois que l'équipe gagnait à l'extérieur. Je trouvais un groupe qui était à l'écoute, qui était en grande partie composé de joueurs qui venaient de monter de Pro B, de NM1 en Pro B avec le club, parce que c'est ça, il faut recontextualiser. Enfin, le club était à peine sauvé, je dirais, par Laurent un an avant. Il monte de N1 en Pro B sur un tir de Ben Gillet à 5 secondes de la fin au Havre. Bon, c'était un peu inespéré, ils font des playoffs magnifiques. Et puis voilà, on remonte en Pro B et bon, le début de saison se passe pas très bien. Et donc là, j'arrive pour essayer de sauver les meubles quelque part, mais avec peu de chance d'y arriver, quoi. Mais malgré tout, on a fait une belle bascule parce que on a eu le temps. La saison a été stoppée par le Covid. On a eu le temps de faire 5 matchs. Sur ces 5 matchs, on a eu une grosse défaite à Saint-Chamond. Ensuite, dans le lot, on a quand même donc été gagné à Gris. On a battu Antibes, on a été gagné à Vichy. Et on avait ici, pour ma première à domicile, fait Tremblay-Blois, qui faisait une saison exceptionnelle. On avait perdu en prolongation. Donc il y avait, je dirais que c'est les prémices. Et puis ensuite, on s'est retrouvé très vite dans une situation assez improbable avec le Covid. Et puis assez rapidement, on a été sauvés. Donc ça a été un gros ouf de soulagement. Et surtout le début de la construction, quoi. Donc on est reparti assez vite dans la construction de l'année suivante où, il me semble, on a quand même gardé, je dirais, 4 joueurs quand même. Hein. Benoît Gillet, évidemment, Timothée Bazy, Lien Philippe et Ryan Rooms. Et après, avec ces garçons-là, plus les nouveaux arrivants, on est parti dans un projet différent de ce qui avait été fait auparavant. Et la machine, c'est parti, quoi. Ouais, c'est une intersaison spéciale parce que bon, c'est la première qu'on fait avec Laurent. On va pas se mentir, on n'a pas une thune. On n'a rien. Donc il faut faire du mieux possible avec l'avant-dernier budget de Pro B. Une masse salariale qui est vraiment pas importante et donc il faut faire des énormes paris. On a hâte de commencer, de pouvoir tenter de rivaliser avec les meilleures équipes de la Pro B. Ça commence par ce match difficile certes, mais on y va avec l'ambition de pouvoir rivaliser. Premier pari qu'on fait, c'est parce qu'à l'époque en plus le club n'a pas de centre de formation. Donc pas de centre de formation veut dire que vous avez l'obligation de prendre 4 joueurs de moins de 23 ans dans votre effectif. Et l'autre conséquence, mais à ce moment-là, ça ne nous regarde absolument pas, c'est que vous ne pouvez pas monter en Pro A. Et donc on décide un peu de changer la façon de faire en disant on va essayer de prendre des jeunes qui peuvent jouer, qu'on pense pouvoir faire jouer, donner des responsabilités. Et donc c'est ce qu'on fait avec Hugo Besson notamment. Ça va au-delà de nos espérances puisqu'il finit meilleur marqueur de Pro B, meilleur jeune. Voilà, et on fait différents paris. Évidemment Parker Jackson Cartwright qui vient d'Angleterre. Bon, personne ne le connaît. Je pense que c'est une saison qui est très très spéciale parce que on débute, bon il y a la pré-saison, il y a Leaders Cup, il y a eu des retards sur les débuts parce que c'est pareil, c'est notre époque, on a oublié ou pas, mais c'est des tests PCR toutes les semaines, c'était vraiment très spécial. Donc on est touché par le Covid, on joue d'abord la Leaders Cup puis on joue 2 matchs.
On perd les 2 matchs, on perd à Fos, on perd à Antibes. On est à 0-2 et là ça s'arrête pendant 1 mois ou 2 quoi. Et c'est le moment décisif de la saison parce que cette équipe elle était hyper jeune, elle avait besoin de s'entraîner. Un garçon comme Parker, sur les 2 premiers matchs, il fait des bonnes choses, mais il fait aussi beaucoup d'erreurs. Il n'a pas encore bien compris le rôle, ce qu'on attendait de lui. Et sur les 2 mois qui suivent, il devient un vrai patron. Et là, on fait des matchs de préparation qui sont où on voit que l'équipe est en train de changer. Et ensuite, je sais plus à quel moment, mais on va gagner à Paris. Et là, c'est assez décisif parce que Paris, alors c'était pas le Paris Basket de maintenant, mais c'était un Paris Basket qui était surdimensionné pour la Pro B, hein, avec des joueurs qui avaient absolument rien à faire là, des salaires qui étaient hallucinants pour cette division-là. Donc, quand on y va et qu'on gagne là-bas, bon, voilà ça. Et après. Bah, ça part quoi. Et donc on enchaîne les victoires, on est premier. Tu vois, je te disais, je me rappelle que en fait pendant la saison, les joueurs se construisent une ambition, mais cette ambition peut pas aller au bout parce qu'on peut pas monter. Donc on est obligé de leur expliquer les choses, que oui, on fait un truc super, c'est magnifique, mais qu'à la fin de toute façon il y aura pas ce qui suit quoi. On a un effectif qui est très réduit en nombre. Et on est en tête de la Pro B pendant une grande partie de la saison, on vient un conte de fées. Et à la fin, avec l'enchaînement des matchs, la LNB décide de faire quasiment la 2e partie de saison en 1 mois et demi, quoi, avec des enchaînements fous. Je me rappelle qu'on avait fait un mardi à Évreux pour jouer le jeudi à Gris-Oberhofen, donc on avait traversé la France, on avait eu, et au final on fait 3e. On rafle tous les prix individuels, Parker et MVP, Hugo, on vit un truc, et puis une ambiance extraordinaire dans cette équipe. Il y avait William Pfister qui venait d'arriver aussi. On a vécu c'était là encore, on pouvait pas s'imaginer, mais c'était les prémices de ce qu'on allait vivre ensuite. Sauf qu'à ce moment-là, tout le monde pensait, y compris nous, que c'était un one shot. Tout le monde pensait que, ok, on avait fait des énormes coups de recrutement, parce que quand vous jouez en Pro B avec Parker en 1, Hugo en 2 et Kay en 3. Quand tu vois les carrières qu'ils font aujourd'hui, que t'as Ben derrière, t'es quand même tranquille. À l'intérieur, Ryan Rooms, Ian Philippe étaient des joueurs hyper solides de la Pro B. William après, évidemment. Donc, on vit une très très belle année. Mais on sait qu'on est dépouillé à la fin de la saison. Et puis après, on se dit surtout que il faut pas s'enflammer, et tenter de continuer de construire parce qu'on était rikiki quoi. La préparation est plutôt très intéressante et montre qu'on aura, je pense, une très bonne paire de meneurs de jeu cette saison. Effectivement, les valeurs de défense, d'agressivité, d'intensité sur les 2 premiers matchs sont vraiment là. Un groupe est en train de se construire avec une envie d'imposer son jeu et une envie de défendre. Et j'espère que dans ce palais des sports, on va vraiment pouvoir défendre avec tout le monde parce que je pense que ce soir aussi, le public a découvert de nouveaux joueurs. Ouais, déjà, ça me fait penser à quelque chose, tu vois, c'est que, évidemment, c'est pas un regret parce qu'on n'a pas eu le choix, mais ça a quand même été toujours quelque chose qui m'a... que le public n'ait pas pu voir l'équipe de l'année d'avant, de 2021, parce qu'elle était terriblement excitante, elle était super à voir jouer, et on a joué à huis clos quasiment toute la saison, quoi. À la fin, on a joué avec une jauge, mais quand je vois ensuite, maintenant, ce qui s'est passé, je pense que l'équipe de 2020-2021, c'est certainement celle qui était la plus fun à regarder. Et le public aurait vraiment adoré ça, quoi. Donc voilà. Donc là, 21-22, on repart avec une équipe toute neuve, quoi. Je sais plus exactement qui on garde, mais là, j'ai vu que on arrive quand même à signer Yornan Zamora, qui pour nous c'était une grosse recrue parce qu'il était en Pro B avec des références. On continue le projet jeune avec Neftali Difudi. On a débuté correctement jusqu'à la trêve de novembre, où on va gagner à Chalon-sur-Saône, qui était un mastodonte de la division, qui descendait, mais qui avait un budget de Pro A pour la Pro B. Et à ce moment-là, on est plutôt bien, on se dit, écoute, super, parce qu'il y a un seul objectif, c'est le maintien, il n'y a rien d'autre à ce moment-là. On est encore, on a progressé, mais on est loin des meilleurs. Et ensuite, on a un vrai coup de mou. On gagne pas entre novembre et Noël. Ça a été une période difficile. Pour l'équipe, pour le club, pour moi, parce que évidemment je déteste la défaite et même il y a des moments où on en a déjà parlé, mais je propose à Laurent de réfléchir à toutes les options, y compris celle de changer de coach, parce qu'il faut peut-être qu'il y ait un nouveau discours. C'est là que l'histoire de la crêperie commence. Voilà. Et plutôt que
voilà, il me relance quoi en fait. Voilà, il me relance en montrant à quel point il a confiance en moi. Ça a été un moment charnière, je pense. Et le lendemain, on bat parce qu'entre temps, on fait venir Kendall Anthony, qui est un meneur de jeu que j'avais eu à Gravelines, très très bon joueur et super mec. Et Kendall est un joueur majeur pour nous et on perd à Évreux début janvier. À ce moment-là, on est relégable. Et Kendall se blesse à l'épaule, il veut pas jouer le match suivant. On joue Boulazac, qui est sur une série de 6 ou 7 victoires consécutives, qui est un des favoris pour la montée. Et à la mi-temps, on mène 60-30 et on gagne le match. Et là, il me semble qu'ensuite, on gagne 18 des 22 matchs qui restent. On fait une remontée fantastique. On a un groupe qui vraiment se met en place. Dean Williams, Lionel Godou à l'intérieur font vraiment des gros progrès sur cette deuxième partie de saison. Et puis Neftali Difudi, c'est l'éclosion de Nef. Ça a été difficile pour lui durant une grande partie de la saison. Il a appris beaucoup sur l'exigence notamment du haut niveau et à la fin il est quasiment notre meilleur joueur. Donc on fait une remontée qui nous permet de finir une nouvelle fois 3e de la Pro B et de se qualifier pour les playoffs. Et là sans playoffs on perd 2-0 contre Vichy qui ici fait un très très beau match. Et là-bas, on tombe sur notamment un Samir Jetcom qui est exceptionnel. Et on est éliminé dès les quarts de finale. Mais malgré tout, on remet le couvert, quoi. On confirme en faisant une deuxième année de suite, 3e de Pro B, ce qui était quand même assez inespéré. Et puis j'ai aimé aussi ce scénario où l'équipe a su rebondir après une période très difficile. Donc voilà, une belle année pour confirmer tout ça. Moi, mon objectif, c'est de nouveau construire une équipe avec du talent, avec également de l'agressivité, du cœur et qui correspondent du coup aux valeurs de la ville et du territoire parce que je pense qu'on peut de nouveau créer quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on sera en capacité de faire 3 fois de suite des saisons aussi merveilleuses? Je ne sais pas, donc il faut rester humble. Même si l'argent fait pas tout, ça amène une certaine hiérarchie quand même de début de saison. Cette année-là, par contre, on est 7/8e masse salariale, donc on a progressé. Le fait qu'on ait eu les 2 saisons qui ont précédé et les réussites collectives et individuelles fait que les recrutements sont un petit peu plus faciles. Et on a des beaux recrutements quand même. On a des recrutements assez inédits. On a Terrell Gomez qui venait de jouer à Dijon en Pro A, alors certes avec très très peu de temps de jeu, mais c'était tout de suite vraiment un meneur qui me paraissait être une bonne pioche. On réussit des gros coups sur les jeunes en faisant venir Melvin Aginsa du centre fédéral. On parie vraiment sur l'éclosion de Mathis Dosouyovo, qui était à l'époque encore pas complètement titulaire dans ses différents clubs. On lui donne la chance d'être poste 5, je dirais, numéro 1 quoi, chez nous. Donc on construit, on recrute. Au final, ça s'est pas passé comme on le souhaitait, mais on recrute Jérémy Enzeli, c'était pas rien à l'époque pour nous. Écoute, la saison démarre, il me semble, on fait 2-2 sur les 4 premiers matchs, mais bon, on perd à Orléans de 2 points, qui est une équipe qui descendait à l'époque de Pro A. On perd à Laza aussi de 2 points. Ici, on bat Vichy. On commence correctement, vraiment. On a déjà une première partie où assez vite, ici, on bat Chalon de 7 points après prolongation. Donc on a le tir pour gagner de Terrell. Il rate, on va en prolongue, et en prolongue, il est de 7. Et ça s'avérera décisif quelques mois plus tard, mais à ce moment-là, on n'imagine pas du tout. Et là, on a quand même une première partie. En novembre-décembre, on est inarrêtable. Donc on fait une énorme série. On fait des gros matchs. Pour moi, l'un des matchs où on montre à tout le monde que on va être là, c'est à Antibes. Antibes, c'est un des favoris de la saison et on va gagner là-bas de 25 points juste avant Noël. On peut pas mentir sur le fait qu'au début de saison, on est obligé de viser le maintien. Cependant, les joueurs qui viennent, ils viennent pas pour ça. Voilà, ça c'était clair. On a aussi l'arrivée de Loïc Schwartz cette année-là, pour des raisons au départ qui sont pas de notre fait, puisque on recrute Louis Marnette, mais Louis a des problèmes de santé qui font qu'il ne peut pas jouer. Et donc il faut s'adapter tout de suite sur le recrutement. Et on fait venir Loïc, qui lui aussi s'est avéré décisif. Et donc ensuite on a une période un peu en janvier qui est plus difficile. On a le départ de Jérémy Enzeli, on a une période un peu plus trouble, mais cependant on arrive à... on reste, je pense, pendant un mois et demi, sans le remplacer. Donc ça nous montre aussi que l'objectif de monter, il est pas...
Et puis, enfin je sais plus exactement à quel moment, mais on recrute Javier Beran. Et je pense qu'il est décisif, quoi. Parce que Javier, on pouvait pas, tu vois, parfois ça se joue à rien, quoi. Tu vois, moi, on me propose Javier, quand je vois sa carrière, champion du monde espagnol, je dis attends, mais qu'est-ce qu'il viendrait faire à Saint-Quentin, quoi. Mais sauf que tu tombes sur un mec qui est tellement intelligent, tellement ouvert aux autres, capacité d'adaptation folle alors qu'il était jamais sorti d'Espagne, un mec hors norme, quoi. Donc il arrive avec ses qualités, donc un QI basket phénoménal, pas une qualité athlétique, mais c'était exactement la pièce qui manquait. Et quand il est arrivé, il a redonné le coup de boost qui nous a permis d'aller faire cette dernière ligne droite exceptionnelle, quoi. Extraordinaire. Franchement, on va à Châlons pour quasiment une finale à quelques journées de la fin. Enfin, pas un mauvais match, mais on perd de 5, de 4. On perd de 4. Et donc Châlons revient avec nous, mais on garde le point-average. Et après, c'est un mano à mano, quoi. À ce moment-là même, on est encore 3. Il y a Boulazac, on bat Boulazac ici très largement. On bat Antibes aussi très largement, on bat Orléans très largement. Au Palais des Sports, là, c'est devenu une folie, quoi. Parce que sur la saison précédente, ce qu'on a oublié de dire, c'est le match qui est aussi un match assez décisif sur l'enchaînement sur les 5 ans, c'est le match de Coupe de France contre Gravelines. Voilà, sur le milieu d'année 21-22, là, on a un match où la salle est... J'avais jamais vu le Palais des Sports comme ça auparavant, et on perd après 3 ou 4 prolongations, à 3 prolongations contre Gravelines. Un match où on était mené 33-8, on revient, on a la balle de match, ils reviennent à la dernière seconde. C'était un match fou, et je pense que c'est un match qui a été une bascule pour les gens de comprendre qu'en fait le SQBB était en train de se passer quelque chose, quoi. Et sur l'année suivante, la salle vraiment se remplit beaucoup plus, mais sur la deuxième partie de saison, là on a des ambiances incroyables, des matchs où l'équipe est en feu, quoi. Et une autre soirée décisive, c'est à Denain. On va gagner à Denain. Et dans le même temps, Châlons est battu à domicile contre Gris alors qu'il menait de 20 points. Et là, on prend vraiment un écart qui n'est pas définitif. Mais là, ce soir-là, à Denain, avec tous nos supporters en plus, moi, je sors de la conf de presse qui est au premier étage de la salle à Denain, et nos supporters sont dans le hall. Et c'est eux, en fait, par leur cri de joie, qui m'apprennent la défaite de Châlons, en fait. Et ce soir-là, je me suis dit que on allait peut-être y arriver, quoi. Ce qui était complètement inespéré, hallucinant, et puis on va jusqu'au bout. À la fin, il fallait être très solide parce que la semaine suivante, on a tout de suite perdu à Saint-Chamond. Et donc, on est à égalité avec Châlons, il reste 3-4 matchs, on sait que ils perdront plus. Il reste 3 matchs, je crois. Et on fait le taf. Je sais plus qui on bat ici. On va gagner à Nantes avec des supporters qui viennent, qui font l'aller-retour. Nantes qui jouait son maintien. Et puis après, le match contre Angers, quoi, où il faut avoir quand même les nerfs solides. Et là, les garçons l'ont eu, quoi, tous. On a été hyper adroits. On a joué contre une très belle équipe d'Angers qui était une des surprises de la saison. Melvin, Ben, Loïc est détonateur. Enfin, c'est un match hyper solide. Matisse, évidemment. Et donc, c'est un moment de joie indescriptible parce que on n'avait jamais, même dans nos rêves les plus fous, quand même, espérer faire monter le SQBB en Pro A, ça paraissait une folie. Et je pense, on l'a fait, c'était mérité, quoi. Donc, c'est inoubliable. C'est fait! 30 ans après, l'histoire se répète. 30 ans après, le Saint-Quentin retrouve l'élite du basket français, messieurs, dames. C'est génial, Greg, c'est génial. L'histoire est belle, l'histoire est magnifique. Et effectivement, jamais on n'aurait cru qu'on en arriverait là, sur et en dehors du terrain. Et vraiment, voilà, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Merci. Ouais, c'est toujours très émouvant. C'est toujours très émouvant de voir ça parce que tu vois,
quand je les vois tous, parce que c'est la victoire d'un groupe, Lucas Boucaud, Brandon Horvath, Jim Rabai. Tu sais, Jim Rabai, au départ, on a un autre joueur qui s'appelle Emmanuel Wemby. Et ça marche pas, il s'adapte pas. Et quand je dis à Laurent, qui m'a toujours laissé carte blanche sur les recrutements, je dis on va recruter Jim Rabai. Au départ, il comprend pas trop, quoi. Mais dans le rôle qu'il a eu, tu vois, c'est ça un collectif. C'est des mecs qui connaissent leur rôle, qui ont envie de jouer ensemble, qui savent ce qu'ils ont à faire, tu vois. Cette équipe, dans ce sens-là, elle était parfaite et s'est mis vers l'objectif avec des leaders, avec des joueurs expérimentés, avec des gamins qui ont envie de prouver, des gamins aussi qui étaient respectueux. Et puis cette osmose avec le public fait que c'est devenu un truc inarrêtable, quoi. Tu vois, on perd qu'un seul match chez nous, c'est au buzzer contre Reims. C'est l'aboutissement d'un truc sur le plan collectif qui est extraordinaire. Voilà. Ils avaient tous compris où on voulait aller ensemble. Et donc on a un lien pour la vie avec ces garçons-là, parce que moi je leur dis, chaque année, je dis à mes joueurs qu'il faut qu'ils comprennent que la carrière est courte et que quand on a la chance de faire des années où on gagne, faut pas voilà, ça sert à rien de se dire bah tiens en fait c'est pas grave, je verrai, on en reparlera certainement à la fin, mais voilà, tant pis, on verra l'année prochaine. Mais non, tu verras pas l'année prochaine, parce que combien ont gagné des titres depuis ce moment-là, tu vois. Et donc il faut, et tous ces garçons, ils ont compris. Et on a vécu une aventure extraordinaire. Ouais, alors là, quand on monte, on décide de garder 5 joueurs, un par poste de jeu, pour quand même avoir cette capacité à jouer exactement comme on l'entendait, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout de suite. J'ai besoin à un moment donné d'avoir ces 5 garçons-là, donc Lucas Boucaud, Loïc Schwartz, Melvin Aginsa, William Pfister, Massis Dosouyovo, sur le terrain ensemble, pour qu'ils sachent exactement comment on a envie d'évoluer, et puis rajouter ensuite des garçons qui ont beaucoup de choses à prouver, avec évidemment des moyens qui sont très faibles. On monte sur une année où la Pro A va passer à 3 descentes. Donc là, je pense, sans me tromper, que absolument personne ne croit en notre maintien en début de saison. Mais absolument personne. Ouais. On joue des matchs de pré-saison contre des équipes où en face on nous dit qui va descendre avec vous, quoi. Mais personne ne voit nous maintenir. On fait une pré-saison que je trouve quand même assez solide, qui est encourageante. Et puis ensuite, c'est souvent une histoire de confiance, une histoire de détails. Et je trouve que le premier match, il va montrer beaucoup de choses. On va à Levallois, on est chez nous en gros, parce qu'on a une tribune qu'avec nos supporters, l'ambiance elle est pour nous. C'est un match où on n'est pas très très bon, et ça se joue sur vraiment des petits détails. À la fin, c'est Tiger Campbell qui fait la différence. Et premier match, et on va chercher la première victoire, quoi. Donc ça lance le truc, et puis très vite il se passe des trucs assez fous, quoi. On met 20 points à l'Asvel assez tôt dans la saison, on en met 30 à Bourg-en-Bresse. Déjà assez vite aussi, on va à Monaco, on est à +8 à 3 minutes de la fin. Donc on montre que sur le niveau de jeu, on est là. On est cohérent, on est très très solide défensivement. On a un bon état d'esprit, les mecs jouent ensemble. Les garçons, les jeunes ont progressé. Mathis qui avait été MVP l'année d'avant de Pro B, Melvin qui avait été meilleur jeune montre qu'évidemment ils ont le niveau pour jouer. Lucas Boucaud se révèle. Sur les recrues, on s'en tient vraiment plutôt bien. On a des périodes d'adaptation pour certains qui découvraient soit la France, soit l'Europe, soit ma façon de jouer, comme Dom Olenissak, qui joue de façon très différente qu'à Gravelines, donc il a besoin d'un peu de temps. Et puis on fait une première phase où avec des hauts et des bas, mais on réussit à être décisif sur certains moments de la saison, ce qui nous permet d'accéder à la Leaders Cup. Et après, entre la qualif pour la Leaders Cup et la Leaders Cup, donc entre fin décembre et février, je pense que là c'est le tournant de la saison, parce que on a une période, on est aux alentours de 50% de victoire, mais il faut savoir que pour se maintenir cette année, avec cette saison-là, avec 3 descentes, il faut viser les 50%. C'était fou, parce que quand vous jouez, il y a 3 descentes, que vous avez Monaco, les 3 équipes d'Euroleague, à ce moment-là, Paris est en Eurocup, mais ils vont gagner l'Eurocup, ils sont
Il faut pas trop traîner en route, quoi. Et pour moi, le tournant de la saison se joue en janvier, où on va gagner à Roanne et on va gagner à Nancy. Et ça, sont des matchs qui sont décisifs et qui nous permettent... tu vois, ce que j'aime bien dire, les 2 années, c'est arrivé, c'est que c'est bien d'être qualifié pour la Leaders Cup, tu te qualifies en décembre, tu la joues en février, mais donc ça veut dire que tu es dans les 8 en décembre, mais quand tu es aussi dans les 8 en février, bon bah là c'est bien, quoi. On fait un magnifique match de Leaders Cup contre Paris. Vraiment, on est vraiment pas loin de le prendre, et Paris va gagner la Leaders Cup, tu vois, Will Rayman, Nate Johnson, des garçons avec qui tu vas à la guerre, quoi. Donc ça peut changer des choses. Et puis ensuite, on a la blessure de Tiger. Donc là, on reste aussi plusieurs semaines sans trouver de meneur de jeu. Et puis on fait venir Nolan Traoré. C'était quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, de faire venir un joueur de l'INSEP directement en Pro A. Et il découvre. On a un jeune homme qui, à l'époque, est plein de fraîcheur, plein d'envie, et qui a un talent phénoménal. Et avec la doublette Nolan et Lucas, on arrive quand même à faire des super trucs et on va en play-off. En play-off, on ne fait pas un bon match à Villeurbanne. Et ici, on fait un très très beau match. Nolan fait un match énorme sur une grande partie de la rencontre. Et hélas, malgré une grande avance, on perd. Mais on fait une saison où personne n'aurait misé dessus. On finit 6e. On obtient la qualif sur un match exceptionnel ici contre Strasbourg, dernier match de saison régulière. Pareil, envahissement du public en toute bienveillance et qualification pour la Coupe d'Europe, quoi. Donc pareil, c'est absolument inespéré. Donc c'est d'autres challenges et tu te dis que chaque année on pousse encore le truc, quoi. Donc ça a été encore une... Ouais, c'est sûr, c'est 22-23 et 23-24, c'est ça, c'est 2 années complètement dingues. Encore une saison qui est au-delà de ce que tout le monde pouvait attendre, en tout cas. Ouais, c'est vrai. La 2e année, c'est souvent très difficile. On le savait. La qualif en Coupe d'Europe, quand même, nous a facilité la tâche sur les recrutements. C'est l'été où on a fini le recrutement plus tôt, parce que en fait, dès qu'on faisait une proposition, les joueurs acceptaient de venir. On a vu par la suite que c'était vraiment la Coupe d'Europe qui les motivait. Mais ça nous a permis de faire un truc sympa. On a pris des risques et puis c'était une année particulière, quoi. Donc là-dessus, on nous promettait l'enfer quand même sur l'enchaînement championnat Coupe d'Europe. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'était une inconnue. Moi, c'était la première fois que je la vivais en tant que coach principal. Mon staff également, beaucoup de joueurs. Je trouve que ça a été plutôt bien géré. On commence la saison par un exploit contre Monaco. Ça ne pouvait pas mieux débuter et ça lance le truc et tu te dis en fait ça va le faire, quoi. Et pendant une grande partie de la saison, ça le fait. On fait une première partie de saison remarquable, tout en découvrant la Coupe d'Europe et un niveau de jeu exceptionnel, parce que on a fait une BCL de très haut niveau, quoi. On est tombé dans une poule avec Kolossos, qui était une équipe assez faible du championnat grec. Mais ensuite Karsiaka, qui a perdu tous ses joueurs en cours de saison pour raisons financières, mais s'ils n'ont pas ça, je pense qu'ils sont un candidat au Final Four, voire au titre. Et Tenerife, qui au moment où on se parle, a fini 3e du championnat d'Espagne. Donc on a joué avec Marcelino Huertas, qui est une légende, qui est MVP du championnat d'Espagne cette année à 42 ans, meneur d'équipe du Brésil. En juillet, il faisait les JO, et en octobre, il était à Pierrat. On a vécu des trucs, quoi, qui étaient complètement affolants. Et dans le même temps, on arrive donc à se qualifier pour le play-in de la BCL, on arrive à se qualifier pour la Leaders Cup. On fait 9 victoires en 15 matchs. Tout roule, quoi. Tout roule malgré évidemment des petits pépins. On a la blessure de Lucas Boucaud, qui est remplacé par Enzo Gudusina, qui fait une pige extraordinaire. Et puis on découvre aussi, au-delà du joueur, un garçon absolument exceptionnel. Donc on arrive à retrouver des équilibres. On a la blessure de Noah Kirkwood aussi, qui fait revenir Lucas plus vite. C'est pas simple, mais on y arrive, quoi. Le play-in je pense que c'est une saison où on a eu beaucoup d'inconstance. On a eu des matchs de très 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 haut niveau. Ce qu'on a fait ici contre Tenerife, contre Galatasaray, et certains matchs de championnat, c'est du très très haut niveau. Le match de Leaders Cup, aller gagner à Paris ensuite,
battre 2 fois Paris dans une saison comme ça, où ils jouent l'Euroleague, où ils vont se battre jusqu'au bout pour le titre de champion. C'est des matchs de très très haut niveau, mais hélas, on a aussi des matchs qui sont très faibles. Et on n'arrive pas à enchaîner, quoi. Donc on n'est pas loin en Leaders Cup, c'est vraiment dommage parce qu'on fait un exploit le vendredi contre Paris. Le samedi, on mène une grande partie de la rencontre contre Le Mans, mais on fait trop d'erreurs qui nous coûtent le match, quoi. Notamment sur des balles perdues qui n'ont pas de sens. Et c'est une année où j'ai des regrets sur la façon dont on a joué. On allait quand même un petit peu moins à la guerre que les années précédentes. Et ensuite, y a une période qui est décisive, c'est on a perdu en BCL fin janvier, on a perdu la Leaders Cup, on perd Enzo Gudusina. Et du coup, il n'y a plus qu'un seul objectif, c'est le championnat avec un match par semaine, et là, on n'a pas bien géré. Donc ça, c'est ma responsabilité, hein. J'ai pas su fédérer le groupe pour aller vers un seul objectif collectif et commun. Tu vois, on en a parlé tout de suite, le groupe qui est monté, il avait un seul objectif, c'était d'être ensemble et d'aller au bout. Et le groupe de cette saison, il n'avait pas ça. Donc la deuxième partie de saison, elle est ratée. Le principal, c'est d'être maintenu. On avait tous l'ambition d'aller plus haut, plus loin. Mais on avait certainement cette ambition, mais les moyens d'y arriver on n'était pas tous d'accord sur la façon d'y arriver, je dirais, pour faire simple. Donc malgré tout, je suis satisfait qu'on ait pu jouer des matchs à enjeu comme le play-in. On a fait une nouvelle fois un très beau match à Nancy, dans une salle difficile. Voilà, on a été battu à Dijon logiquement. Donc il faut à la fois prendre conscience que c'est une année où, quand on arrive à faire une année aussi pleine, avec une qualif pour la Leaders Cup, un play-in de la Champions League comme on a fait, pour un club comme le SQBB, je pense que c'est grandiose. Mais tu m'enlèveras pas, moi en tant que coach compétiteur, qu'on avait l'effectif pour faire mieux et qu'on a manqué de certains ingrédients qui font les grandes équipes. Je peux que souhaiter au club de réaliser de nouveau de belles saisons, à mon successeur de réussir. Je lui souhaite le meilleur, vraiment. Il le sait, il est dans un contexte où tout est fait pour que ça puisse fonctionner, en tout cas sur les valeurs. Et c'est pas loin d'être le plus important. Donc je pense qu'on a vraiment résumé un parcours qui est assez hors norme, quoi. Donc en si peu de temps, ça a été un plaisir exceptionnel de vivre tout ça. Là, déjà, je vous remercie pour l'idée, parce que ça m'a permis de revivre et de revoir des choses que j'avais pas revues. Donc ça permet aussi de regarder dans le rétro ce qui s'est passé, parce que quand on est dans la saison, on est toujours à regarder devant, au jour suivant, à l'entraînement suivant, mais il faut aussi parfois prendre le temps de regarder derrière et prendre conscience de ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que ça a été, au-delà de l'aventure sportive, une aventure humaine extraordinaire, exceptionnelle. Tout d'abord avec Laurent, avec Marlène, parce que on s'est trouvé, quoi. Donc ça va au-delà du sportif, c'est une histoire de vie, et ils le savent, sont des gens qui sont devenus très importants pour moi, pour ma famille. Donc voilà, comme je leur disais il y a peu de temps, maintenant on va vivre que les bons moments, finalement, que les moments où on n'aura pas les emmerdes, on va juste profiter de partager des bons moments ensemble. Évidemment tous les joueurs qui sont passés, il y a une grande partie, quand même, une large majorité avec qui ça s'est magnifiquement bien passé. Il y en a, évidemment, c'est la vie aussi, où ça se passe moins bien pour plein de raisons différentes. Le principal, c'est qu'il y ait du respect et que chacun puisse vivre les choses comme il le souhaite par la suite. Donc il y en a avec qui on n'a pas continué, soit en cours de saison, il y en a quand même assez peu, mais c'est arrivé. Parfois, on a fait 1 an. Voilà, moi j'ai du respect pour chacun d'entre eux parce qu'ils font partie de l'histoire de ce club. J'ai évidemment une affection particulière pour ceux avec qui on a vécu plusieurs saisons et que j'ai eu la chance de côtoyer au quotidien pendant 2, 3, 4, 5 ans. Je suis très heureux de voir que certains continuent aussi l'aventure dans ce club, parce que je pense que c'est important qu'il y ait des joueurs qui soient capables, qu'aujourd'hui il y ait une identification. On parle beaucoup dans le monde du sport comme ça, que il y a des mercenaires. Non, il y en a certains, la plupart ne sont pas des mercenaires. Il y en a effectivement, c'est clair, mais il y en a. Et là, ceux qui restent, ceux qui seront encore avec vous la saison prochaine, sont des mecs en or, quoi. Voilà. Évidemment, mon staff, on n'a pas parlé, mais Anthony Montan, il a fait un énorme travail. Et là, il était là quand je suis arrivé. On a vécu une très très belle aventure ensemble. Eric, qui est arrivé avec moi ensuite, et qui a fait un travail exceptionnel. Et puis Karim et Dom, qui sont des adjoints de grande qualité,
les bénévoles qui ont été avec nous, François Muguet qui a commencé l'aventure, qui était intendant à l'époque, Pascal Philippe qui a pris sa suite, et puis on a créé quelque chose, tu vois, avec le staff médical qui a fait aussi un super boulot, avec, tu vois, on a vécu aussi des bons moments en déplacement avec, avec les chauffeurs de bus, tu vois, on a créé quelque chose, je trouve, c'était génial. Et puis évidemment, c'est comment... en fait, j'ai pas de mots. Je pense que le mot merci ne suffit même pas à dire voilà, tout ce que j'ai à dire au public, et au-delà de ça, aux gens de Saint-Quentin, quoi. Tous. Les gens qui étaient dans la salle à tous les matchs, les supporters, les partenaires, les gens qui venaient de temps en temps, les gens que j'ai croisés dans les rues, les gens qui ne pouvaient pas venir au match. Donc ça a été... voilà. On m'avait prévenu, mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait à ce point-là, de recevoir autant de signes d'affection, d'amour. Donc Saint-Quentin restera pour toute ma vie voilà, gravé dans mon cœur et dans celui de ma famille. Et donc ça va rester des souvenirs extraordinaires. Et maintenant, il faut que l'aventure continue. Voilà. Moi, je vais partir vers d'autres cieux, et puis c'est aussi ça la carrière d'un coach. Il faut savoir aussi partir et aller vers de nouveaux challenges. C'est pas pour autant que j'oublierai tout ce qui s'est passé, bien au contraire. Et puis le club doit continuer. On a fait tout ça, et il faut que ça continue. Voilà. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je dirais que la base est posée avec un président de cette qualité, avec une structure qui peut grandir. Et puis, tu vois, dans la structure, j'ai oublié Thibaut, qui fait un travail magnifique depuis 2 ans, vraiment, et qui est une aide phénoménale pour le club. Tous les bénévoles, enfin, voilà, il y a une vraie passion commune, et puis il y a un public qui est exceptionnel. Donc, quant à ça, je pense que tu peux réussir. Donc, voilà, je souhaite le meilleur au SQBB. Je peux pas te dire mieux, et puis surtout, un énorme merci à tout le monde.